Emmanuel, vous continuez donc pour ces 3 mini-tables rondes, effectivement, avec des sujets très différents toute l'après-midi, jusqu'à tout à l'heure, la remise du prix. Et puis, vous aurez le plaisir d'interroger le président, François Hollande, tout à l'heure. La salle aussi interrogera le président. Ça, c'est important. Ah, c'est interactif, c'est vrai. Ah oui, c'est une soirée interactive. Et vous toutes et tous ici présents, vous pourrez interroger Monsieur François Hollande tout à l'heure, après qu'il nous ait présenté son livre et la problématique qui est très, très intéressante sur la mondialisation. Merci beaucoup. Et tout de suite, on accueille Denis Baud et va. Maxime Lemerle. On peut les applaudir, messieurs. C'est à vous. Merci d'être là. Alors, défaillance d'entreprise. Là, on reste évidemment dans le réacteur nucléaire. Défaillance d'entreprise. Comment d'abord améliorer la rentabilité et puis, surtout, renforcer la trésorerie des sociétés. Alors, on a beaucoup parlé du contexte géopolitique tout à l'heure. Un contexte international effectivement très compliqué. À cette situation s'ajoute la crise énergétique, la flambée des prix, l'inflation générale qui évidemment pèse sur le coût, enfin sur les intrants, et là vous êtes bien placé pour le savoir, les perturbations des chaînes de production, des chaînes de distribution, etc. Et face à cela, les gouvernements européens, dont la France, effectivement, ont décidé successivement des plans d'aide pour soutenir leurs économies respectives à tour de bras. Mais est-ce suffisant, ou plutôt insuffisant? Est-ce pertinent? Ces plans sont-ils efficaces, voire non efficaces? Au bout du bout, est-ce vraiment suffisant pour freiner ce dramatique phénomène des faillites d'entreprises, des défaillances d'entreprises dont le nombre ne cesse de progresser? Alors, nous allons voir cela avec nos deux intervenants. Denis Baud, Monsieur Baud, vous êtes premier sous-gouverneur de la Banque de France, et Maxime Lemerle, alors économiste, et vous dirigez la recherche sectorielle chez Allianz Trade, qui est filiale du groupe Allianz délivrant aux entreprises de l'assurance crédit, du recouvrement de créances, des cautions, garanties, réassurance fraude, enfin assurance fraude. Donc tout ça est au cœur de la problématique. Comme à la table ronde précédente, je vais vous donner 4 minutes environ de propos liminaires et ensuite nous approfondirons. Denis Baud, gros plan sur ces difficultés des entreprises et puis surtout la question des défaillances. Je le disais, elles repartent nettement à la hausse, les chiffres le montrent. La Banque de France surveille tout cela de très près, évidemment, comme le lait sur le feu. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous dresser le panorama de la situation aujourd'hui? Après, on verra les perspectives dans un deuxième temps. Quel est-il, ce panorama aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Alors pour mettre les mouvements de défaillance des entreprises peut-être un peu en perspective, je voudrais commencer par faire référence à deux éléments de contexte. Le premier, c'est l'évolution de la situation macroéconomique, avec, si on fait un peu la chronique de ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois, l'économie européenne, même plus largement, l'économie française ont subi des chocs importants. Ça a eu pour effet de pousser à la hausse l'inflation et de ralentir la croissance. Mais ce choc les économistes en anglais disent de slowflation, ne s'est pas transformé en récession et en stagflation. En fait, ce que l'on observe dans nos enquêtes de conjoncture et ce qui nous donne nos exercices de prévision, c'est que l'économie française et l'économie européenne devraient sortir de l'inflation sans récession. Aujourd'hui, quand on regarde nos dernières enquêtes de conjoncture, la croissance est ralentie, mais elle reste légèrement positive. La dernière enquête de conjoncture, on a un taux de croissance estimé pour le dernier trimestre entre 0,1 et 0,2%. On devrait rester sur ce profil de croissance ralentie encore quelques trimestres avant d'assister à une accélération. Donc ça, c'est le premier point. On n'est pas face à une conjoncture très dégradée. Le deuxième élément auquel je voulais faire référence pour mettre un peu les défaillances en perspective, c'est la situation des entreprises avant ces chocs. En fait, quand on examine, comme vous le savez, les bilans d'un très grand nombre d'entreprises, on les évalue, et en faisant cet exercice,
quand on fait une photo fin 2022, on observe qu'en fait, globalement, les entreprises ont abordé ces chocs en sortant de la crise Covid, avec une situation financière globalement solide, sinon renforcée pour certaines d'entre elles. Les taux de marge avaient retrouvé en 2022 les niveaux qui prévalaient avant la crise, et les structures financières ont eu tendance plutôt à se renforcer. Donc je mentionne tout ça parce que quand on voit les statistiques qui sont publiées sur l'évolution des défaillances, elles sont évidemment en forte croissance, mais d'abord le point de référence est très bas, puisque pendant la crise Covid, les mesures de soutien massives qui ont été prises ont en fait arrêté peu ou prou les défaillances. Et ensuite, on est en fait dans un mouvement que nous on caractérise de rattrapage progressif des niveaux qui prévalaient avant la crise. Pour donner deux chiffres, il y en a un qu'on vient de publier, c'est les chiffres des défaillances cumulées sur 12 mois à fin octobre. On est à 62 000. La référence avant la crise Covid, c'était 52 000, le dernier chiffre au mois d'octobre, et la référence entre 2010 et 2019, c'est 61 000. Donc on est toujours avec des niveaux de défaillance qui sont inférieurs, j'allais dire, au régime normal et au fonctionnement normal d'une économie. Dernier point, je voudrais souligner, pour mettre aussi ces défaillances en perspective, même si évidemment c'est un sujet d'ascension important, je crois que c'est important de regarder la démographie globale des entreprises, parce que parallèlement à ce mouvement, à ces défaillances, il y a un mouvement extrêmement puissant de création d'entreprises qui s'est développé au cours des années. Quand on voit l'évolution du stock d'entreprises depuis 10 ans, il a augmenté de 40%, et les créations d'entreprises ont été plus de 20 fois supérieures aux défaillances en 2022. Donc ce sont autant de raisons d'espérer finalement, sur lesquelles on va revenir d'ailleurs après, Exactement. parce que je vous demanderai comment on peut expliquer tout cela. Merci Denis Baud. Alors Maxime Lemaire, donc on vient de voir les chiffres, ça c'est côté Banque de France, il y en a beaucoup qui circulent, mais on les retrouve tous à peu près dans les purs. Chez Allianz Trade, donc on suit cela également de très très près. Votre regard sur la situation, alors là peut-être côté client, et puis faire peut-être aussi un benchmark international, parce que ça c'est intéressant. Quel est votre regard sur cette question des défaillances d'entreprises aujourd'hui ? Alors, je vais commencer par dire que, évidemment, on partage le même constat qu'à la Banque de France, tout simplement parce qu'on suit les mêmes choses, avec les mêmes indicateurs, les mêmes données sources, avec peut-être un peu moins de moyens que la Banque de France, en termes de profondeur d'information, mais quand même. Donc oui, le constat, il est là. Le poursuite de départ, les entreprises françaises ont plutôt bien résisté à la succession de chocs, d'événements incroyables dans tous les sens, de volatilité des devises, de volatilité des prix des intrants, etc., etc. Et que les bilans de 2022 sont plutôt, franchement, agréables au vu de ce qui s'est passé. Oui, on partage cette vision agrégée. J'ajouterais quand même qu'au-delà, et vous l'avez quand même évoqué, qu'au-delà de cette vision agrégée, il y a quand même des nuances importantes à apporter d'un secteur à l'autre. Vous l'avez dit. Moi, je permettrais d'ajouter qu'au sein même des secteurs, on a des dispersions importantes entre les différents acteurs, avec des gagnants, des perdants, dans ce contexte que vous avez déjà développé, pour différentes raisons, des positionnements produits différents, des services différents, des business models qui ont été rendus obsolètes par la crise Covid, par des choix stratégiques plus ou moins bons, par des mauvaises ou des bonnes décisions, enfin des décisions totalement différentes d'une équipe dirigeante à une autre. Donc vraiment, j'insiste aussi, au-delà des chiffres globaux, sur cette disparité qui sont des points importants pour certaines des entreprises qui se trouvent confrontées à ces cas particuliers de défaillance d'entreprise. Et puis, je rajouterais qu'un dernier point peut-être pour faire vite, c'est qu'au-delà de la photo aujourd'hui, ce qui compte pour nous tous, je pense, c'est ce qui se profile devant. Vous avez parlé rapidement de la conjoncture économique. On peut très rapidement prendre les 3 points qui nous préoccupent aussi, sont les mêmes. La faiblesse de croissance qui se profile à un horizon court. En tant qu'assureur crédit, on regarde les choses à un horizon assez court, 12-18 mois évidemment. Et là, de ce point de vue-là, tant la France que l'Europe, les perspectives ne sont pas exceptionnelles. Au niveau des conditions de financement, on a plutôt toujours une
une probabilité assez forte de ne pas avoir d'assouplissement très tôt, qui plus est, il risque à ce jour, avec les informations qu'on a et nos modèles, qui serait très graduel, modéré aussi, en tout cas au regard de la hausse qu'il y a eu sur la période précédente, c'était un peu brutal. Donc voilà, des choses un peu durablement compliquées pour les entreprises. Mais quand même, cette capacité de résilience, finalement, c'est ce qu'on retient un petit peu de vos propos, et notamment de ce que vous disiez, Monsieur Beau. Alors, ben, je reviens vers vous. Cette résilience, on la doit à quoi? Vous parliez des différents plans mis en place par le gouvernement. Alors, je sais qu'en tant que banquier central, vous ne pouvez pas vous prononcer sur la politique gouvernementale, donc je ne vous emmènerai pas sur ce terrain-là. Néanmoins, comment vous expliquez cette résilience de certaines entreprises en France? Enfin, du terrain entrepreneurial, on va dire. Je crois que c'est un des éléments de contexte que j'ai mentionné, c'est que globalement le tissu productif et les entreprises ont abordé la période récente et ses chocs avec des capacités de résistance importantes, une structure financière relativement solide. Alors évidemment, il y a des variations sectorielles aussi en fonction de la taille des entreprises. Il y a différents critères. Je pense que ça, c'est un point important. Bon, les politiques publiques donc ont été très aussi là pour les accompagner. Je pense qu'aussi en termes de fonctionnement du système financier et donc du soutien au financement des entreprises dans la phase de ralentissement et de poussée forte de l'inflation, système de financement a bien fonctionné. Alors on a des indicateurs sur ce point, sur la distribution du crédit, puisque c'est quand même... Je vous interrogerai là-dessus justement sur les mesures en tant que telles que la Banque de France. Mais enfin, vous êtes plutôt quelque part, on peut être quand même optimiste, même si les chiffres sont assez inquiétants, sans pas d'un volontarisme et optimisme gratuit et béat, mais quand même il y a une petite lumière au bout du tunnel. Ben, notre scénario central de macroéconomique, c'est un reflux de l'inflation, il a commencé, et un retour de l'inflation à 2% à l'horizon de 2025, et une accélération progressive, lente certes, mais continue de la croissance. Aujourd'hui, l'économie française, elle est sur un rythme de croissance un peu inférieur à 1%. À ce stade, on pense, et nos modèles nous incitent à prévoir une croissance qui serait de 1,5 à l'horizon de 2025. Donc, je vais la perspective. Alors, autour de ce scénario central, évidemment, il y a un certain nombre de risques qui peuvent faire dérailler ou dévier la trajectoire de nos économies, mais on ne va pas prédire le pire. Les perspectives sont plutôt constructives. Bon, c'est encourageant. Alors, Maxime Lemaire, peut-être une réaction rapide à ça oui, très rapidement. Perspective 2025 encourageante, oui. On vous suit totalement. On ne va pas discuter chiffres ou l'épaisseur du trait. En revanche, nous, ce qui nous occupe, je ne vais pas dire préoccupe, mais occupe un peu plus là, c'est entre les deux. Et surtout, c'est la période courte. Aujourd'hui, demain, après-demain, enfin, jusque, on va dire, mi-2024, troisième trimestre 2024, comment les entreprises aujourd'hui, qui sont fragilisées, alors pas toutes, au-delà des chiffres globaux qu'on a vus, vont continuer à pouvoir passer le cap, comme elles ont pu passer le cap d'ores et déjà dans le passé. Est-ce que, malheureusement, certaines d'entre elles n'auront pas ou ne trouveront pas les capacités ou ne trouveront pas les supports pour arriver à l'automne 2024, qui effectivement préfigure quelque chose de plus agréable, sympathique à l'horizon 2025. La question, c'est vraiment ce court terme ou moyen terme, ça dépend de la façon dont vous voyez cet horizon-là. Et là, nous sommes un peu plus inquiets en termes de l'activité économique, notamment sur certains secteurs. Et tout ça va dans le sens effectivement de la normalisation, le rattrapage à des faillites d'entreprise, oui bien sûr. Pour nous, ça va aller un petit peu au-delà quand même, mais sans atteindre les chiffres d'envolée des faillites qu'on a vus, je sais pas, en 2008-2009 lors de la grande crise financière. Loin de là. En tout cas, oui. tel n'est pas notre scénario. Néanmoins, vous parlez de secteurs tous les deux. Quels sont les secteurs porteurs, entre guillemets, qui ont moins de problèmes et les secteurs qui peuvent, disons, s'inquiéter? Là, ce que vous dites, en fait, vous prêchez les convaincus. Je pense que les personnes ici présentes, directeurs financiers, le vivent au quotidien. Mais
concrètement par rapport à cette question? Nos capteurs, donc c'est l'enquête mensuelle de conjoncture et l'enquête qu'on fait auprès d'un panel de 8500 entreprises. Les dernières enquêtes montrent que tous les grands secteurs sont en légère croissance. Si on interroge les chefs d'entreprise sur leurs anticipations à court terme, je pense que l'image qui ressort, c'est que le secteur des services devrait continuer à rester sur une pente positive. En revanche, dans d'autres, les autres secteurs, il y a le sujet sur le bâtiment, où les nuages s'amoncellent. Mais le principal moteur à court terme semble être plutôt du côté des services que de l'industrie. Même constat chez vous, Maxime Lemerle? Forcément, puisqu'on utilise beaucoup les indicateurs de la Banque de France. En revanche, j'insisterai quand même sur effectivement la construction, vous avez parlé de l'immobilier, avec un accent plus sur le résidentiel, parce que par ailleurs, les carnets de commandes sont plutôt pas mal sur d'autres activités au niveau des infrastructures, par exemple, ou dans la rénovation, où ça se porte pas si mal. Le vrai sujet là-bas, c'est pas vraiment les carnets de commandes, c'est plus des contraintes au niveau de la main-d'œuvre et les obligations d'augmenter les masses salariales pour pouvoir récupérer des gens en capacité de travailler et de permettre de faire face aux carnets de commandes. En revanche, le résidentiel, c'est plus compliqué. Et puis de façon générale, la construction, n'oublions pas toutes ces hausses de coûts des intrants auxquels elles ont dû faire face l'année dernière, les questions de financement qui sont derrière. Et puis un chiffre très simple, donc encore une fois, l'épaisseur du trait près par rapport au chiffre de la Banque de France, c'est que la construction, ça reste une faillite sur 5 en France. Parce qu'il y a au-delà des très grands groupes... Une faillite sur 5 en France. Oui, grosso modo, comme beaucoup de pays européens d'ailleurs. Mais ça veut dire que parce qu'il y a beaucoup de très petites entreprises ou de PME, au-delà des très très grandes qui font la une de la presse et qui sont cotées en bourse, ou pas d'ailleurs. Alors, on a le constat, maintenant il y a l'action, concrètement. Et je reste avec vous, Maxime Lemerle. Est-ce que tout ça ne prouve pas la nécessité en fait, de renforcer la mise en place des process et des monitoring pour qu'on ait vraiment les bonnes photos pour agir au bon moment et déclencher les bons outils? La réponse est non à la question, forcément, surtout si vous me l'adressez à moi avec ma casquette de salarié d'Alliance Red, assureur crédit, puisqu'on est là pour nous monitorer chez Alliance Red, c'est quasiment 180 milliards d'encours au niveau français, 1 trilliard au niveau européen, c'est notre quotidien, donc forcément ma réponse va être oui. Quand on a une résurgence des risques, effectivement les chiffres de progression des faillites sont massifs, mais on part de très bas et on n'est que sur une normalisation, on n'est pas encore... Et on ne va pas aller vers des niveaux d'avant-crise, de crise de 2000-2009. Mais oui, forcément, cette résurgence oblige à prendre des mesures, à revenir sur cette surveillance de risque qu'on avait peut-être un peu oublié parce que, pour plein de raisons diverses, les entreprises ne faisaient plus faillite, tout simplement. C'était sous-jacent dans la question. Quels sont les outils? Est-ce que les outils doivent eux-mêmes évoluer en fonction de l'évolution de cette conjoncture? Alors, c'est une question d'outils, c'est une question de process, c'est une question de mobilisation des ressources humaines, de mobilisation en fait, des équipes au sein des entreprises autour de cet enjeu qui est celui de la remontée du risque de crédit. Certains ou beaucoup n'étaient peut-être pas salariés en 2017, 2018, 2019 ou au moment des crises précédentes d'envoler des faillites et ne savent pas, n'ont pas cette expérience de gérer une remontée du risque crédit qui passe effectivement, je parlais d'outils, je parlais de process, ça commence par où ça commence? Par des conditions générales de vente, on va dire claires, avec des termes de paiement bien négociés. Si on peut commencer par là, c'est peut-être un peu basique, mais ça commence par là. Après, les fameux délais de paiement, c'est ça? Aussi, c'est un autre sujet d'actualité au niveau européen, pas seulement français. Ça passe aussi, au-delà de ce premier aspect, par des outils, enfin une surveillance effectivement de la solvabilité des clients et des prospects. Là, il y a plein de choses à dire. Je ne pense pas qu'on ait le temps aujourd'hui, mais ça veut vraiment. Enfin, le plus important, c'est de revenir. De prendre conscience que le risque de crédit est là et qu'il faut revenir, repenser ou vérifier que la politique de credit management qu'on a mis en place dans la société est adaptée. Est-ce qu'il ne faut pas faire ou changer de solution logicielle, progicielle, il y en a sur le marché des tonnes. Est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher d'un partenaire? Alors il y a les sociétés d'information commerciale, il y a les factors, et il y a aussi évidemment les sociétés d'assurance crédit qui offrent 3 choses, la surveillance, le recouvrement, l'indemnisation. Mais voilà, est-ce qu'il n'est pas temps, dans un moment comme aujourd'hui, de se reposer la question, peut-être avec l'aide d'un courtier aussi, spécialisé dans le financement de façon générale, à se reposer la question de est-ce que je suis bien équipé en termes d'outils, en termes d'hommes, pour faire face à ce qui se profile
depuis quelques temps déjà, hein, puisqu'on a parlé de cette remontée des faillites en France. J'ai pas eu le temps de parler des faillites dans les autres pays européens et en particulier dans les pays partenaires, les principaux pays vers lesquels nos entreprises françaises exportent ou d'où elles importent très souvent massivement. Mais ce qu'on voit en France se passe de façon bien plus forte au Royaume-Uni, mais aussi un peu moins forte en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on a un double risque là. On a effectivement le risque de contrepartie, la défaillance d'un crédit fournisseur qu'il faut suivre avec les systèmes de credit management. Mais si on le prend dans l'autre sens, on peut aussi dire qu'on a un risque d'approvisionnement si on a la défaillance d'un fournisseur qui est à l'étranger. Donc on est vraiment dans une période où il faut se reposer les questions, se prémunir, même s'il n'y a pas à l'horizon une catastrophe annoncée, un tsunami avec des chiffres de faillite au-delà de 2009. Et le directeur financier doit de plus en plus, enfin il le sait bien sûr, mais parfois on a besoin d'aide en termes d'outils. On verra tout à l'heure d'ailleurs les outils informatiques existants. Peut-être un chiffre quand même concernant le sujet des délais de paiement. C'est un gros problème aujourd'hui en France, on le sait. Hein, ça pousse, je crois, 44 PME par terre chaque jour. On a des ordres de grandeur, par exemple, un impayé de 50 000 euros. Est-ce qu'il y a un effet des multiplicateurs après sur le résultat de l'entreprise, enfin, sur les efforts à faire? Allez-y, monsieur le maire. On vient de Allez-y, et on verra après sur les mesures. C'est délicat parce que j'avais juste en tête une étude de la Banque de France, donc je préfère. Allez-y, 2018 soyez le porte-parole. On vient de publier, il y a un observatoire des délais de paiement qui vient de publier un rapport. L'image qui est renvoyée, alors c'est sur la base des données à fin 2022, on a plutôt le sentiment, globalement, les délais de paiement se sont très légèrement réduits. Maintenant, on voit que il y a des points de tension. Et dans la période récente, les indicateurs qu'on a montrent que dans certains secteurs, pour certaines entreprises, et plus on descend en termes de taille d'entreprise, et plus le sujet est prégnant, il y a quelques tensions qui commencent à se développer. Mais on ne peut pas là aussi considérer qu'on a des voyants qui se mettent au rouge. Alors ça, c'est en termes de nombre, mais en termes d'effet de chiffres. Par exemple, un délai de paiement, on a 50 000 euros dehors. Est-ce qu'il y a un effet des multiplicateurs, monsieur le maire? Là, je m'adresse à l'assureur là, directement, qui gère les dossiers de prêt. Un petit calcul tout simple, 50 000 euros d'encours fournisseur, une marge bénéficiaire de 5%. Ça veut dire quoi? Si vous avez un impayé, c'est qu'il vous faut trouver 1 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour totalement compenser cette perte. Bon, voilà, 50 000 euros d'encours. Je pense que plusieurs des participants ici, ça vous parle comme chiffre, c'est quand même assez important. Si on reste dans les chiffres, le crédit client, en moyenne, on va reprendre une moyenne, c'est quand même 35-40% des bilans d'une entreprise. Pourquoi négliger dans une perspective qui est un peu moins favorable à 12, 18, 24 mois, ce poste du bilan qui est important et rarement assuré ou moins regardé. Alors évidemment, il y a des grosses différences entre un négociant où ça peut monter à 80% et d'autres secteurs où ça sera plutôt à 20%. Mais le poids du poste client est important. Et puis si je reviens sur les faillites, oui, on n'est pas sur une explosion, mais si je regarde les faillites d'entreprises qu'on a depuis le début de l'année, donc sur 9 mois, c'est quand même avec les bilans qu'on a à disposition, c'est 24 milliards de chiffre d'affaires cumulé, pour vous donner un ordre de grandeur. Et si je regarde le poste fournisseur en face, c'est un peu plus de 4 milliards et demi de postes fournisseurs, enfin vos créances, tout simplement. Donc c'est quand même des montants qui doivent parler et inciter à être attentifs et à prendre en face les bonnes mesures. Par rapport aux différents outils et process qui existent. Tous ne conviennent pas à tout le monde, oui. Évidemment. Oui. Alors, Denis Baud, la Banque de France met en place des outils pour permettre aux entreprises. Quelle est la politique en la matière pour venir en aide aux entreprises? Vous soutenez, alors pas forcément uniquement financièrement, mais il y a l'accès au crédit quand même, qui est très important. Quels sont les outils en l'occurrence? L'action de la Banque de France l'égard des entreprises de façon générale et entreprises en difficulté en particulier se développe selon deux axes. Il y a un axe de prévention, de détection aussi tôt que possible des difficultés qui pourraient advenir, et puis il y a un axe de traitement des difficultés. Et sur l'axe de prévention, là, ça renvoie à toutes les actions que l'on peut mener en matière de formation, d'information, alors soit directement auprès des
des chefs d'entreprise, soit indirectement en travaillant avec les réseaux qui les accompagnent. On a un site, un portail pour les entrepreneurs qui s'appelle Mes questions d'entrepreneurs, qui est à 500 000 vues par an. Donc ça, en termes d'information et d'alerte sur un certain nombre de principes de bonne gestion. Ensuite, il y a le traitement des difficultés avec une implication. Alors c'est de la banque et des équipes de la banque. La caractéristique de l'action de la banque, c'est qu'elle est complètement décentralisée, puisqu'elle est menée par les collègues de la banque qui sont dans nos succursales. Donc les aides existent, il suffit de faire la démarche. Alors parfois les chefs d'entreprise, notamment les PME, disent mais c'est une usine à gaz, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que vous parlez du site internet, etc. Nous, notre rôle, il y a un dispositif très riche, c'est d'aider les chefs d'entreprise à s'orienter dans ce dispositif, pas accorder des soutiens spécifiques. En matière de traitement des difficultés, on a deux rôles. Donc vous êtes là. Et on a deux rôles. Le premier, c'est de faire du diagnostic, et notamment pour développer des solutions de financement. Et le deuxième, on a une mission de médiateur du crédit quand une entreprise est confrontée à un rejet. Il y a une procédure de conciliation. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en faisant le lien avec ce que l'on disait sur la conjoncture et les perspectives, c'est qu'à ce stade, au moment où on parle, le nombre de dossiers qui sont traités dans le cadre de la médiation du crédit reste très limité. Maxime Lemaire, dernière question. Là, on reste dans la cuisine, si je puis dire. Tout ça a un coût financier, évidemment. Hein, les outils, voilà, il faut former les gens, même aux outils, on va le voir tout à l'heure. Est-ce que l'assurance crédit est très présente à l'esprit des chefs d'entreprise, des directeurs financiers aujourd'hui? Est-ce que le volume est suffisant pour faire face aux risques aujourd'hui? Encore une fois, question à l'assureur. J'aurais du mal à vous répondre, il faudrait plutôt leur poser la question, faire un petit sondage, qui connaît l'assurance crédit, qui ne connaît pas, qui utilise, qui n'utilise pas. Mais vous êtes observateur privilégié, donc quelles sont les retombées chez vous, votre regard? Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui toujours autant de demandes de couverture, avec un taux d'acceptation, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, qui est, d'un point de vue historique, assez élevé. On est sur des volumes garantis qui sont assez historiques, malgré tout ce qu'on vient de dire sur la conjoncture. Donc vous voyez que derrière, on est là aussi, à notre façon, à côté d'autres partenaires, institutions, pour accompagner les entreprises. Et c'est très clairement le but ultime de l'assurance crédit, c'est de pérenniser le développement commercial de l'entreprise. À travers, c'est ce que je disais tout à l'heure, les 3 services de monitoring, de recouvrement et d'indemnisation in fine. Donc c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Ça a un coût, effectivement. Regardez en face le coût de vos impayés, regardez l'historique de votre sinistralité, voyez avec un courtier si c'est quelque chose d'intéressant ou pas intéressant pour vous, allez vers des solutions alternatives, regardez si vous n'avez pas formé en interne une équipe de credit manager, mettez en place vos propres outils en interne pour trouver des bonnes solutions. Avez-vous des solutions, je ne sais pas, d'alerte systématique, d'informations, quand il y a des informations qui sont négatives auprès depuis un de vos clients, avez-vous des systèmes d'alerte, de mise en œuvre systématique d'actions à mener pour réduire le risque d'impayé? Je pense par exemple à avoir des relances proactives avant l'échéance de vos factures. Voilà, ce petit genre de choses qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un assureur crédit ou un autre type de partenaire, qui peuvent être faits en interne, mais qui peuvent aussi être faits avec l'aide de personnes qui proposent des solutions de gestion du poste client, y compris des assureurs crédits aussi. Alors, le but, le principal en fait, et si vous me laissez juste une seconde, c'est de mettre en place des choses qui soient interconnectées. Parce que pour le plus à même de réagir, il faut savoir, et pour avoir une bonne visibilité des choses, il faut que tous les systèmes, tous les départements qui sont intéressés à la gestion du credit management dans l'entreprise soient informés et connectés pour permettre, dès que nécessaire, de mobiliser les données pour
après s'asseoir et réfléchir en interne ou avec l'aide de partenaires extérieurs, des financiers, des mandataires, des conciliateurs, je ne sais quoi, de trouver des solutions avant d'en arriver à des solutions plus extrêmes, d'aller devant un tribunal de commerce, parce que c'est là que le taux de recouvrement est quand même moins élevé. Est-ce qu'il ne faut pas finalement rendre automatique et obligatoire en tout cas l'assurance crédit? Parce qu'aujourd'hui l'assurance crédit est non obligatoire. Alors Denis Bot, ça vous arrangerait? C'est le choix de souscrire une assurance, ça reste la enfin, liberté on voit la poussée des risques quand même, c'est une question qu'on peut poser. Non, en revanche, face à la montée d'un certain nombre de risques, on a parlé des risques conjoncturels, je pense qu'il y a aussi des risques plus structurels qui sont face aux entreprises et à la collectivité. C'est par exemple les risques liés au changement climatique. Je pense que ça, c'est des sujets très importants et qui demandent une attention et des efforts de gestion de la part de chacun avec les partenaires qui leur paraissent appropriés. Maxime Lemerle. Parmi les autres types de risques, un peu nouveaux aussi ou qui gagnent en puissance, vous avez cité le risque climatique, il y a aussi le risque de fraude, parce que depuis le Covid, on a vu que le distanciel a vraiment, intensifié la créativité des fraudeurs nationaux et internationaux en la matière. Et là, il y a aussi plein de choses à faire, avec ou sans les assureurs crédit, mais il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup pour vos conseils et le constat. On peut vous applaudir également et j'espère que vous avez bien noté tout ça. Merci beaucoup, je vous invite à rejoindre la salle.